Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, c'est l'International. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir quelqu'un de la société civile, je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Il a été co-participant ou co-initiateur de la marche du 16 février 1991. 92, merci. Ça fait tellement longtemps, plus ou moins 30 ans déjà. Et aujourd'hui, nous allons parler, un peu comme c'est l'International, de l'impact des conférences nationales en Afrique. Est-ce que ça a apporté quelque chose, les conférences nationales? Très heureuse d'être avec nous, Mido. Monsieur Mido, je peux vous appeler Mido. Oui, je vous en prie. Mido, donc, en 1992, il y a eu la fermeture de notre conférence nationale. Et je sais que un certain dimanche, un certain 16 février 92, beaucoup de chrétiens sont sortis dans la rue pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine, présidée à l'époque par Laurent Monsengo Passigna. Mais nous voulons savoir, premièrement, est-ce que c'était utile à l'époque la tenue des conférences nationales en Afrique? Merci Madame Paulette. Il faudrait savoir que la tenue des conférences nationales en Afrique, c'est arrivé avec les vents de ce qu'on appelait à l'époque la perestroïka, c'est-à-dire que la chute de la mur de Berlin. Et à ce moment-là, nous avons ce qu'on appelait des partis uniques. Chez nous, c'était les mouvements populaires de la Révolution, MPR, parti-État. Et ces vents-là, des conférences nationales, ont fait que ça a mis fin à tous ces systèmes de partis uniques à travers toute l'Afrique pratiquement, où régnait cet état de non-droit en quelque sorte. Voilà. Mais beaucoup, avec le recul du temps aujourd'hui, beaucoup disent que les partis uniques en Afrique à l'époque stabiliser un peu les États africains. Parce qu'aujourd'hui, avec cette démocratie que nous vivons aujourd'hui, la RDC, par exemple, a plus ou moins 500 partis, et cela crée une certaine instabilité. Ne pensez-vous pas que, dans notre conception africaine, Mido, qu'un parti unique, un parti-État vaut mieux pour la stabilité des États africains? Non, je ne suis pas de cet avis parce que nous avons vécu les partis uniques. Nous l'avons tous décrié. Ici, moi, je l'ai vécu et on a traité Mobutu des diables en espèces. Vous comprenez? Ce qui fait que les partis États n'avaient plus sa place. La preuve, c'est que Mobutu lui-même en a tiré les conclusions après qu'ils aient organisé ce qu'on appelait à l'époque les consultations populaires. Il est arrivé à un résultat que les partis uniques ne servaient plus à rien, c'est-à-dire que les systèmes en soi était saturé, quoi. C'était plus possible, quoi. Donc il fallait refonder l'État parce que ça fonctionnait pas. Alors nous sommes allés dans le multipartisme. Mais maintenant, là où il y a la différence, et peut-être je vais vous rejoindre, c'est que jusque-là, du moins je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas encore commencé à vivre la démocratie. Nous vivons la démocrature. Donc quand je parle de la démocratie, c'est-à-dire que les pouvoirs du peuple par le peuple. C'est-à-dire que c'est que le peuple est allé s'exprimer dans les urnes, que ça reflète ces résultats-là. Or, jusqu'à présent, nous avons cette démocratie des façades où les grandes puissances désignent un président et en interne, on désigne nos représentants qu'on n'a pas votés. Donc, nous ne sommes pas encore en démocratie. Si réellement on devait vivre une véritable démocratie, on verrait l'importance et la différence entre les partis uniques et la démocratie. La démocratie aujourd'hui. Revenons en 1990, le 24 avril 1990, le président Mobutu a fait son fameux discours qui a changé toute la donne en République démocratique du Congo. Et je crois que ce vent-là a soufflé dans plusieurs pays africains. Il y a eu la conférence nationale au Congo-Brazza, au Ghana, au Bénin et dans d'autres pays africains. Est-ce que pour vous, Mido, ces conférences nationales ont-ils changé la donne réellement? Qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui, 30 ans après aujourd'hui, si nous jetons un coup d'œil à la conférence nationale souveraine, qu'est-ce que ça a changé pour nous aujourd'hui? En cette époque-là, comme vous dites, Mobutu qui fait son discours à l'Antélé, il prend congé du MPR parti-État. Et ça en est suivi, comme je disais, tout un vent. Il n'y avait pas que nous,
le Congo-Brazzaville, les Bénin, les Gabon, plusieurs pays africains. Parce qu'ils se sont mis en évidence que ce système devait changer. Maintenant, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté beaucoup de liberté. Même s'il est vrai que autrefois, on parlait, on critiquait Mobutu, mais c'était à demi-mesure. Et on se cachait, hein? C'était pas... Pas toujours, pas vraiment toujours. C'est pendant la conférence nationale souveraine qu'il y a eu ce défoulement-là, que les gens se sont exprimés. Ils ont même dépassé, si on pouvait dire, leur champ d'expression. Hein? Donc, c'était devenu comme des règlements de comptes. Et c'est aussi, entre autres, Mobutu ayant pris peur, il a demandé à M. Ngounz à Carlibond, à ce moment-là, Premier ministre de l'époque, de fermer cette conférence. Et Ngounz la fermera avec force. Avec force comme... Tels est ses propres propos, quoi. La conférence nationale a été fermée par Ngounz Carlibond. L'international sait s'ouvrir un peu dans le monde. Au Congo-Brazzaville, je sais que la conférence nationale, je ne sais pas si c'était aussi souveraine au Congo-Brazzaville. Aussi. C'était aussi souveraine au Congo-Brazzaville. Elle était souveraine. Elle était souveraine. Il y a eu un changement de taille. Il y a eu l'élection de Pascal Lissouba comme président de la République. Mais quelques années plus tard, Denis Sassou Nguesso est revenu avec la guerre entre les Cobras et les Ninjas, si je ne me trompe pas. Ici, chez nous, il y a eu l'élection d'Étienne Tshisekedi pendant la conférence nationale, mais vous avez été là pour vous battre pour la réouverture de cette conférence. Quel a été le processus? Parce que ça a été fermé pendant 2 ans, si je ne me trompe pas. Hein. Ça a repris après une année, oui. Une année de fermeture totale, et ça a repris. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle a été vraiment votre ligne de combat pour la réouverture de la conférence nationale? Bon, je crois qu'il est important de recadrer un peu les choses pour voir jusqu'où on est arrivé, à quel moment on a commencé ces combats-là. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés à cette année-là, 1990, que Mobutu a fermé la conférence nationale, en 1991, nous sommes rentrés à pleine turbulence. Et nos évêques et archevêques se sont réunis ici à Kinshasa. Et là, c'est dans le cadre du comité de conférence épiscopale du Zaïre, l'actuel CENCO. L'actuel CENCO. L'actuel CENCO. Okay. À l'époque, c'était la conférence épiscopale du Zaïre. Les catholiques s'impliquaient toujours dans la politique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, en fait. Hein, l'impact des catholiques dans la gestion de la République. Face à un pouvoir dictatorial, il n'y a pas d'église au milieu du village, comme on aime le dire. L'église doit prendre sa part. Une église qui ne prend pas part du côté des opprimés face à un pouvoir dictatorial, un pouvoir qui méprise les lois les plus élémentaires de ses citoyens, cette église, c'est ce que moi j'appelle l'église d'en haut. Or, l'église ne doit pas être nécessairement l'église d'en haut, l'église doit être et d'en haut et d'en bas. Donc, je suis occupé à dire que dans cette conférence-là, après les réunions du 20 au 27 janvier 1990, nos évêques et archevêques, ils sont arrivés à la fin de leurs travaux à une conclusion. Et ils ont fait une déclaration de la manière la plus simple et claire en disant que la conférence nationale souveraine était irrévocable. Donc elle devait, incontournable. Donc elle devait par tous les moyens rouvrir ça. Et ce message est passé à travers ce qu'on appelait à l'époque les conseils épiscopaux des églises catholiques et des abbés, qui ont repris ces messages en forme d'interpellation aux laïcs. Et ces messages furent diffusés dans toutes les paroisses un dimanche, en disant face à ces blocages, vous, les laïcs, qu'est-ce que vous faites? Voilà, et ça, tout est parti de là. Et nous, en tant que laïcs, nous sommes sentis interpellés. On a reçu ces messages 5 sur 5. Et c'est comme ça qu'avec un petit groupe d'amis, un petit noyau, on était moins de 10 à l'époque, on a constitué les comités laïcs de coordination à cette époque-là. Qui est l'ancêtre du nouveau comité laïque de coordination aujourd'hui, ou c'est la suite, la continuation? Je ne sais pas dire si c'est la continuation ou pas, parce que je ne connais pas la philosophie ou l'idéologie de ce nouveau comité de laïcs de coordination. Tout ce que je sais, c'est que nous, on avait notre philosophie qui était basée sur la non-violence évangélique. Elle devait se situer en dehors de toutes les politiques partisanes. Et on s'est octroyé une mission
c'est d'interpeller la conscience collective chaque fois qu'un danger guettait la nation. L'actuel comité laïque de coordination, je ne sais pas leur objectif philosophie. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons décidé avec un petit noyau d'amis, je profiterai de votre micro pour avoir une pensée pieuse avec les trois que Dieu a rappelés, en la personne de François Kandolo, en la personne de mademoiselle Marie-Thérèse Moulanga et Pierre Lumbi qui vient de nous quitter dernièrement. C'était des amis de combat qui sont décédés. Et il y a d'autres, bien entendu, comme je disais, on était qu'à peine 6 et 9. Donc vous avez pris la décision d'organiser cette marche? Exactement. On s'est organisé, on a tenu notre première réunion à la 7e rue limitée et on a mis tous les mécanismes pour pouvoir organiser la marche du 16 février. La marche du 16 février 1991, hein? 12, oh là là, mon Dieu, 92. Je me rappelle, comme si c'était hier, après le culte de dimanche, tout le monde était sorti pour marcher et la répression était terrible. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi nous, Congolais, nous oublions assez vite les événements poignants de notre pays? Quand on va ailleurs, on commémore le soldat inconnu, on commémore telle date, on donne de l'importance à ceux qui sont tombés pour la nation. Mais chez nous, il y a eu des morts le 16 février, des gens sont tombés, mais aujourd'hui, on ne connaît ni leur visage, ni c'était qui, et ça passe comme ça. Je sais que le 16 février 2021, ça passera comme ça, comme si personne n'était mort pour la démocratie dans notre pays. Madame, je crois que ça, c'est parce que cette histoire du 16 février n'est pas venue de nos leaders politiques, moins encore de nos leaders religieux, parce que c'est une affaire de la base. C'était venu aussi moins de l'extérieur. Quand ça vient dans ces trois mécanismes, ils dépensent des sommes énormes pour essayer de faire revivre ça. Mais comme c'était une affaire de la base et qu'à aucun niveau, personne n'arrivait à contrôler ça, c'est ça qui gêne. C'est ça qu'on voudrait que les gens oublient. Donc, à mon avis, c'est vraiment ça. Parce que nous, on s'est constitué en comité laïque avec nos propres moyens. Et on était un groupe écuménique. Donc, il n'y avait pas que les catholiques. En fait, on croit seulement que c'était les catholiques. Non. On était un groupe écuménique. Il y avait les kimbanguistes, les protestants, toutes les tendances religieuses. Voilà. Et comme c'est venu de la base, comme je disais, ça n'a jamais arrangé les pouvoirs. Moins encore nos leaders religieux, parce qu'après le 16 février... Il y a une sorte de il y a une sorte de récupération politique ou religieuse de cette marche? Sur le plan de la religion, je ne sais pas si on doit dire une récupération politique, mais j'ai pressenti qu'on nous empêchait de faire revivre ces événements-là. On nous empêchait ça. Mais sur le plan politique, c'est vrai, il y a eu certains politiciens qui ont voulu... l'Union sacrée de l'époque qui a récupéré, je ne sais pas si c'était l'Union sacrée, l'histoire est tellement vaste, je ne sais pas si c'était l'Union sacrée à l'époque ou autre chose, mais... Oui, c'était l'Union sacrée. L'Union sacrée, on a eu l'Union sacrée de l'opposition, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est eux qui portaient, je crois, le flambeau de cette date du 16 février 92. Hein? Non, ils n'ont pas porté le flambeau de ça, comme je disais, madame. Répétez, j'insiste que l'initiative n'est pas venue de nos leaders politiques, moins encore religieux. C'était le comité laïque de coordination. Un mouvement de la base, rien que la base, avec nos petits moyens, nos propres moyens. Ok. L'international, je le répéterai souvent, c'est s'ouvrir au monde et voir un peu ce qui se passe chez les autres. En Israël, par exemple, Mido, il y a ce musée de la Shoah, par exemple, où chaque juif, chaque enfant juif va visiter cela et s'imprègne de l'histoire de son pays. C'est pour ça que les Juifs sont très patriotiques, très ancrés, ils ont un amour vraiment viscéral, je peux me dire, presque fusionnel avec leur pays. Même au Rwanda, qu'on aime ou on n'aime pas, que ce soit, comment je peux dire, quelque chose de mercantile, permettez, mais Kagame le fait avec le génocide de Tutsi, où chaque dirigeant qui vient au Rwanda va s'incliner devant la tombe des Tutsis tombés. Donc, c'est une façon de faire remuer le couteau dans la plaie. Mais chez nous, il y a aucun lieu qui
dit aux enfants ou aux générations futures, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui s'est arrivé, que cela ne se reproduise plus. Mais est-ce que vous ne vous battez pas, comme à l'époque, pour avoir ne fût-ce qu'un petit lieu où les gens peuvent se commémorer de tel ou tel événement? Sinon, on va oublier. L'homme a la capacité d'oublier. Et le 16 février, même nos enfants ne savent pas ce qui s'est passé le 16 février 1992. Oui, parmi tant des résolutions de la Conférence nationale souveraine de l'époque, il a été retenu que le 16 février soit une date commémorative. Mais comme vous le savez bien que moi, la plupart de ces résolutions-là ont été mis ils ont passé dans les oubliettes de l'histoire. Oui. L'histoire de Kagame, je crois que Kagame, c'est un malin qui fait son fonds de commerce sur une chose qui est vraie, qui est réelle. Les génocides. C'est vrai qu'on doit commettre, mais nous, on a un génocide ici, il y a des événements. Mais faisons un fonds de commerce pour le Congo, je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas. Les jours où ça n'engage que moi. Je suis convaincu parce que je suis de ceux qui pensent qu'un autre Congo est possible. Et les jours où on aura quelqu'un qui méritera la confiance de sa population, et ces jours-là reviendra. Cette date-là, on n'oubliera pas. Moi, personnellement, je ne peux pas l'oublier parce que pour nous, quand nous sommes pris des engagements pour faire la lutter cette marche-là, c'était pour couper justement les cordons ombilicaux avec tout système dictatorial d'où que ça vienne. Et s'il est vrai qu'on a pris un peu de répit, mais ce n'est pas pour autant qu'on a oublié. Est-ce que cette date du 16 février 92, est-ce que ça a impacté dans la suite des événements en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est grâce à cette marche qu'il y a eu réouverture de la conférence nationale souveraine? Ça a impacté parce qu'on s'est donné des objectifs. Le premier objectif, la réouverture de la conférence nationale. Et le deuxième objectif, l'organisation des élections libres, transparentes et honnêtes. Ça s'est fait après combien d'années, hein? L'ouverture de la conférence nationale, nous l'avons eu. OK? Mais nous tous, nous savons dans quelle manière ça s'est terminé. En queue de poisson, hein? Il n'y a jamais eu une fermeture officielle de la conférence nationale souveraine, si je me souviens. Oui, au moins on s'est arrêté comme ça, hein, avec au moins ça aboutit. Je vais vous dire une chose, au moins ça aboutit, parce que Mobutu s'est battu, quand il a fermé ça, il a tout fait pour que la conférence ne réouvre pas. Et parmi ces armes utilisées, il fallait vider la conférence nationale de son quorum. Beaucoup de gens sont venus de l'arrière-pays, en majorité, de l'arrière-pays. Et ils étaient logés dans les hôtels, ici à Kinshasa. Et Mobutu, à l'époque, on leur donnait ce qu'on appelait des per diem. Ils devaient payer tous leurs frais là-dedans. Les per diem étant suspendus, ces gens n'étaient plus en mesure de payer leurs hôtels. Mobutu ne souhaitait qu'une seule chose. Qui rentre, comme ça le quorum ne sera pas éteint, comme ça la conférence terminera de la manière dont il voulait. Mais on a fait un travail de titan. Nuitamment, on allait voir des hôteliers, leur supplier de garder ces gens-là et que ces gens-là allaient payer après la réouverture de la conférence nationale. Et la conférence nationale souveraine a réouverte. Mais quant aux élections, on peut dire aujourd'hui, nous arrivons à organiser les élections. Libre, démocratique et transparent? Bon, à chacun de prendre ce qu'ils veulent, mais s'il y a des contestations, on ne peut pas dire que les élections sont transparentes parce qu'il y a des contestations. Surtout si ces contestations si c'est fondé. Donc nous avons encore du chemin. Les conférences nationales souveraines en Afrique, ça a été vraiment le lieu où beaucoup ont pu s'exprimer, vraiment un exutoire pour beaucoup, parce que nous avons été muselés pendant assez longtemps et nous avons acquis quelque chose de précieux aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Si nous, aujourd'hui, nous osons parler avec autant de liberté, c'est grâce à la conférence nationale souveraine, Mido? C'est une des retombées qui n'a pas de prix, selon vous? Entre autres, mais nous, dans notre philosophie, dans notre esprit, on a voulu une conférence nationale souveraine qui devrait, de la manière la plus transparente possible et apaisée, faire les analyses de nos réussites et de nos échecs, pour qu'enfin, ensemble, dans un esprit d'équité, de justice et de paix, refonder un autre État. Mais ce n'était pas vraiment dans l'esprit de venir accuser celui-là
ou celui-là ou tel hôtel. C'était pas ça. C'était pas ça. Mais la CNS, si on se rappelle bien, ça déviait aussi à un moment, hein, ça devenait de brouhaha et il y avait des accusations sans tête ni queue à l'époque aussi. Hein. Beaucoup en profitaient, comme vous avez dit, pour faire la chasse aux sorcières, des règlements des comptes. Hein. C'est l'une des raisons pour laquelle Mobutu, à un moment donné, a eu tellement peur. Parce que à chaque intervenant qui devait passer devant la chaire, s'il n'insultait pas, s'il ne rappelait pas de mauvais souvenirs, il estimait qu'il n'a rien dit, qu'il n'a rien fait. Donc, résultat, Mobutu a pris peur, a fermé la conférence nationale souveraine. Et moi, je me rappellerai toujours, le tout premier intervenant à la CNS, c'était l'Abaco, le parti Abaco. Donc, pour moi, ça a été assez bizarre de voir les gens s'exprimer comme ça contre Mobutu. C'était ahurissant à l'époque, parce que Mobutu, c'était un dieu presque en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, cette date du 16 février a-t-elle encore une importance pour cette population? Est-ce que les gens se souviennent? Si vous palpez le terrain, si vous posez la question, Mido, est-ce que les gens se souviennent de cette date du 16 février 92? Trop peu de gens se souviennent parce que ça va faire, mardi, je crois, ça va faire 29 ans. Waouh! 29 ans déjà écoulés. Plus âgé que ma fille. Voilà. Et dans cet espace de 29 ans... c'est toute une génération. C'est toute une génération. Mais aujourd'hui, je parle de ça. Je ne me suis pas tu. C'est pour justement qu'on se rappelle. Qu'on se rappelle, on doit rappeler à tous les Congolais et toutes les Congolaises, où qu'ils soient, que ce soit à New York City, London, Miami, à Paris, à Berlin, à Tchofa, à Kasumbalesa, ici dans les bacs au Kikwit, au Congo, je ne sais pas moi, Matadi, au Sankourou, Boma, partout où les Congolais, même ceux qui sont à Benghazi, partout où ce qui se trouve Benghazi, Libye. En Libye, nous devons nous rappeler. Nous devons nous rappeler que ce 16 février-là, ce dimanche-là, 16 février, on était unis comme un seul homme, unis dans notre souffrance. Et on a marché ensemble. Et on avait avec nous rien d'autre que nos bougies, nos rameaux, nos Bibles et nos chansons d'espoir. Mais ce 16 février-là, en face de nous, on a trouvé une police, une armée et des mercenaires qui nous ont massacrés. Donc nous devons nous tous rappeler ça. Et ces jours-là, on nous a craché dessus, on nous a insultés, on nous a traînés dans la boue comme des voleurs de poules. Moi, j'ai toujours l'image que je ne peux pas oublier, hein. Nos abbés qui ont pris les devants de la scène avec le courage qu'ils avaient, ils avaient l'air soutane tachée du sang. Ça me rappelle encore il n'y a pas très longtemps les mêmes images. Hein. Voilà. Et j'étais dans les blindés de la Garci, c'est-à-dire la garde civile, de l'époque. Dans des jeeps de marque Corando. Wow. À ce moment-là, nous avons nous avons à ce moment-là une unité spécialisée qu'on appelait les FIS, Forces d'intervention spéciale. Autrement dit, les hiboux qui semaient la terreur dans la ville de Kinshasa. Les hiboux. Je me rappelle. Vous vous rappelez? Et voilà, et face à tout ça... Qui répondait à un certain M. Mbanda, si je ne me souviens bien. À ce moment-là, il est ministre de la Défense du gouvernement Nguns Karlibond et on l'avait surnommé Terminator. Voilà, vous allez vous comprendre ce que ça veut dire Terminator. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Voilà, et donc... Et ces gens-là, madame, ne sont pas morts pour rien. On doit se souvenir d'eux. On doit se souvenir d'eux. Ils ont versé des sangs, devenant ainsi des martyrs de la démocratie. Les jours où nous avons décidé de faire la rupture entre ceux qui nous oppriment. Voilà, donc... Aujourd'hui, faisons un bond dans le temps. Si, vu la situation politique actuelle, Mido, est-ce que le Congo a besoin, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, a-t-elle besoin d'une autre conférence nationale souveraine? Doit-on se mettre ensemble? Puisque on a l'impression, j'ai dit bien impression, qu'il y a une forte division entre nous, Congolais.
est-ce qu'une nouvelle conférence nationale souveraine peut nous aider à nous mettre ensemble et à penser nos plaies? Personnellement, je ne pense pas parce que dès lors qu'il y a la mauvaise foi, ça ne peut pas marcher. Moi, quand je regarde, parce que quand on parle de la nouvelle conférence nationale souveraine, à l'époque, c'était la société civile qui prédominait. Mais j'ai l'expérience de la société civile. Il y en a toujours deux, la vraie et la faux. Et ce qui prend le dessus, c'est la faux. Quand je parle de la fausse société civile, la société civile qui est financée. Actuellement, nous allons faire une conférence nationale pour aboutir à quoi? Regardez nos politiciens. C'est parmi les rares individus, c'est parmi les rares personnes au monde, je crois, disons 80% de nos politiciens, si pas 90%, qui peut aujourd'hui ouvrir un débat. Il y en a qui vont te dire que Adam, c'est une femme. Il y en a qui vont te dire que Ève, c'est un homme. Et ils peuvent commencer aujourd'hui, faire même un mois en train de discuter de ça. Sur le sexe des anges. Ça, c'est nos politiciens. Alors, avec cette catégorie de personnes, ça vaut vraiment la peine de s'asseoir pour dire, parler. Cette CNS-là va durer 5 ans. Exactement. 10 ans. Exactement. Et c'est comme ça que la conférence nationale souveraine, qu'on n'a pas voulu mettre les résolutions, ils sont allés de transition en transition, à moins que ma mémoire me trompe, 7 ans, je crois. Et c'est comme ça que Laurent Désiré Kabila arriva. Ah oui, ça fait 5 ans de transition comme ça. 7 ans, je crois. 7 ans. 7 ans, moi que ma mémoire me trompe. À Guadeloupe. Il ne voulait plus venir ici. Oui. Il dirigeait le pays à partir de Guadeloupe et Kawele. Et la République payait cher, hein, parce que toutes les personnes qui devaient venir pour les voir, on doit affréter un avion privé. Les ambassadeurs, voilà. Le Premier ministre, tout le monde allait à Kawele, que ce soit le jour ou la nuit. Hein, oui, exactement. Je me rappelle. Et aujourd'hui, si on est en train d'atterrir tout doucement, les retombées positives de cette marche aujourd'hui, ça a eu des retombées aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous a apporté la CNS et cette marche pour clôturer? La CNS, plus, qu'est-ce que ça nous a apporté? La CNS pour qu'on ne puisse pas oublier aujourd'hui. La CNS, comme je vous ai dit, je répète, ça nous a permis d'avoir des élections. Okay? Sans la CNS, on n'aurait certainement pas eu des élections. La CNS nous a permis de se libérer et de parler entre nous. Mais la CNS, telle que ça s'est terminé, de la manière dont on sait, ça ne nous a pas permis de nous réconcilier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on est réconciliés. Sinon, on n'aurait pas ce type de politiciens qu'on a pour le moment. C'est ce que je crains, dommage. Dommage, malheureusement. On dit que la lutte, la vérité est claire et la lutte libère. Mais je crois que la vérité ici n'est pas encore éclatée. Au résultat, notre lutte ne nous a pas encore libérés. Pas encore libérés. On est en pleine lutte encore. Hein. On est en pleine lutte. On se recherche encore. On se recherche Comme vous avez encore. dit, nous ne sommes pas en démocratie, mais nous sommes en pleine démocrature. Démocrature, exactement. Un la démocratie des façades. De façade. Ouais. Mais l'impact des pays, c'est vrai, la CNS a aidé à nous défouler, mais aujourd'hui, est-ce que la RDC Mido est-elle aussi faible qu'on l'a dit aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, il y a eu un certain moment, la RDC a atteint son âge d'or dans les années 70. On se souvient qu'on parlait de la RDC du Zaïre à l'époque avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de respect, si je me souviens bien. Il y a eu des événements qui sont restés marqués à jamais, comme le match de boxe Ali Foreman ici à Kinshasa. Il y a eu des gens qui venaient de partout. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que membre de la société civile, si on vous demandait de faire une petite lecture de la RDC aujourd'hui, est-ce que nous pesons aujourd'hui? Est-ce que les gens nous respectent encore? Qu'est-ce que nous valons aujourd'hui pour clôturer? Et le courage de dire que nous sommes déjà un non-État. Et le courage de l'avouer. Et si nous sommes un non-État, les résultats, on ne vaut rien sur le plan tant interne qu'externe. Sauf sur le plan interne, ceux qui veulent continuer à s'amuser à l'avenir des nations. Mais sur le plan extérieur, on ne veut rien du tout. Moi, vous qui voyagez souvent, qu'est-ce que les gens disent de la RDC? Madame, savez-vous que... Qu'est-ce que les gens disent? Les autres pays, pas les Congolais, mais les autres ressortissants d'autres pays, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Quand on valait quelque chose, on était les pays les plus forts et respectés en Afrique. Je voyais notre armée aller intervenir au Tchad avec des avions C-130 et des avions Buffalo, pilotés par des Congolais, Zaïrois à l'époque, et arrêter l'avancée
de l'autre parti adverse qui était soutenu, je crois, par Kadhafi, à moins que ma mémoire me trompe. Ça, c'était les Zaïre à l'époque. Voilà un pays qu'on respectait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Regarde, nous ne sommes même pas capables de mettre fin à ce qui se passe à l'Est. C'est catastrophique. On ne doit pas se sentir fier d'être dirigeant, d'être Congolais. Nous ne pouvons pas assister nos populations à l'Est. Vous êtes journaliste, vous savez ce qui se passe à l'Est, c'est mieux que moi-même. Donc, nous sommes un non-État, madame. Nous ne valons absolument rien. Merci beaucoup, Mido. Merci d'être venu nous rappeler un peu cette date du 16 février. Comme vous l'avez dit, d'ici là, ça sera 29 ans que s'est tenue cette marche à Kinshasa. Je crois que c'était même à l'intérieur du pays, si je ne me trompe pas. Et cette marche, comme vous l'avez dit, a permis la réouverture de la conférence nationale et évidemment les élections qui se sont tenues quelques années plus tard. Gardons notre mémoire, en tout cas très, très vive. Comme l'a dit un grand journaliste africain, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Si nous oublions souvent notre histoire, eh ben, nous allons avancer comme ça, sans vision, sans racines. Et un arbre sans racines, moindre coup de vent, moindre moupépé, par terre. Merci à vous et on prend rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet de débat. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup, madame. Merci.